déjà. Hey, je t'ai manqué? Non, bon, c'est pas grave, c'est normal. Bonjour, bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin. Me revoilà. Ne t'inquiète pas, je vais aborder tous les sujets. J'ai franchi la barre symbolique des 1000 abonnés. Début mars, j'ai annoncé une vidéo bilan et FAQ pour célébrer l'événement. Elle ne sort que fin août. Oui, je sais. J'ai pris mon temps. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, il s'en est passé des choses. Simplement, il y a eu un événement un peu plus percutant que les autres en mars dernier. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était quelque chose de triste. Et je n'ai pas eu la force ou l'inspiration, ni même l'énergie d'écrire et de préparer une vidéo qui ressemble d'une quelconque manière à une forme de célébration. C'était pas possible, c'était véritablement au-dessus de mes forces, mais ça va mieux. C'est aussi l'explication de pourquoi le challenge à vos livres cette année, je suis un peu passé à côté, pour ne pas dire complètement. Mais au moins s'il a permis à certains d'entre vous de faire de bonnes lectures, de faire de belles découvertes, eh bien c'est bien là l'essentiel. Je n'aurais pas totalement perdu mon temps à le confectionner. Bref, on met tout ça de côté, on commence un nouveau chapitre et il faut que je commence comme il se doit, donc déjà, merci. J'ai créé cette chaîne en janvier 2022 et je me souviens avoir été enchanté lorsque j'ai dépassé la barre symbolique des 100 abonnés. 1000 abonnés en 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi. Je savais que ça pouvait arriver, mais pas à moi, à d'autres. Merci à tous ceux qui sont arrivés et à tous ceux qui sont restés. Je n'assimile pas du tout le nombre d'abonnés à une forme de réussite quelconque, simplement il y a quelques barres. Symboliquement, c'est plaisant de s'en réjouir et ça en fait partie. Donc un grand merci à tout le monde. Et j'ai parfaitement conscience que je n'y suis pas arrivé seul, j'ai bénéficié de l'aide d'autres créateurs sur YouTube et ailleurs, sur Twitch et Instagram, mais aussi de spectateurs qui m'ont porté et qui l'ont tous fait avec beaucoup de bienveillance. J'ai peur d'en oublier, donc simplement sachez vous reconnaître sans tenir compte de votre nombre d'abonnés, de votre nombre de spectateurs, que vous ayez partagé la vidéo une fois à une personne ou 1000 fois à 1000 personnes, peu importe, merci 1000 fois. Et même si 1000 fois à 1000 personnes, ça fait beaucoup quand même. Tout de suite désamorçons un sujet, l'argent. Il est vrai que la monétisation sur YouTube est possible à partir de 1000 abonnés, mais il y a une seconde condition, c'est qu'il faut 4000 heures de visionnage sur l'année écoulée, et ça je ne les ai pas. Je ne m'en plains pas, parce que je connaissais les règles en commençant, donc on va faire avec. Et ça viendra quand ça viendra, si ça vient un jour. Pour être totalement transparent, j'ai déjà l'opportunité d'activer une forme de monétisation sur YouTube. Et c'est ce qu'ils appellent les super thanks, les super chats et les super stickers, je crois. En gros, c'est des tips. Donc je l'avais activé, puis désactivé, puis je l'ai réactivé, et puis finalement je l'ai désactivé définitivement parce que je ne suis pas à l'aise avec le principe. Il faut savoir que si tu achètes un super sticker, un super 5, je sais pas quoi là, 5 balles. YouTube va en garder 55%, moi je vais toucher 45%, mais en réalité, les 45% ne vont pas aller sur mon compte en banque, ils vont aller dans une forme de cagnotte, un compte AdSense, et je ne pourrai pas retirer les sous-sous dessus avant que la cagnotte n'atteigne un minimum de 70 €. Donc, on se retrouverait dans la situation où factuellement tu aurais une ligne de débit de 5 € sur ton compte, et bien évidemment que je t'en serais reconnaissant, mais tout aussi factuellement ça ne changerait rien à ma vie, puisque je n'aurais pas une ligne de 2,50 €, un peu moins, en crédit sur mon compte. C'est une forme de déséquilibre. Et si demain j'abandonne YouTube ? Si je fais une connerie et que ma chaîne se fait ban, si je n'atteins jamais le palier des 70 €, eh bien tu auras payé pour rien. Et ça, c'est absolument hors de question. Si j'ai l'opportunité dans le futur d'activer les publicités et je vais pas en mettre toutes les 3 minutes, je le ferai.
sur les vidéos passées et futures. Et si je n'ai pas cette opportunité, eh bien écoute, problème résolu, j'ai envie de dire. Mais au moins les publicités, ça restera gratuit pour toi. C'est la raison pourquoi c'est désactivé sur ma chaîne et je ne les activerai pas. C'est une infusion que j'ai chopée chez Aldi qui s'appelle l'infusion Bonne Nuit. C'est dégueulasse. Avant de continuer, laisse-moi te présenter un nouveau personnage sur ma chaîne. Je te présente Jean Chi, qu'il est magnifique. Jean Chi a comme petit frère un entrepreneur qui a particulièrement bien réussi dans la conserve de légumes, mais ça, il vaut mieux éviter d'en parler devant lui parce qu'il est un peu jaloux. Il est un peu aigri. Tant qu'on en était à parler chiffres, il y en a un dont je suis fier et il n'est pas issu de l'application YouTube Studio, tu sais, les stats, les conneries là. Mais j'en suis fier quand même. Depuis août dernier, j'ai donné un total de 59 livres. Enfin 60, si on considère que Swansong, en fait, c'est 2 livres. Et même 61, si on considère qu'il y en a un, je lui ai dit, j'ai plus assez de papier bulle, ce qui était vrai. Donc je lui ai mis un Jules Verne pour caler le colis. Et même 62, si on considère le dernier Sénécal que j'ai donné à Marion, si tu passes par là, salut à toi. Civilisé, que j'ai kiffé, mais que j'ai donné quand même. Et même un peu plus. Il y a eu le conte interdit aussi que j'ai donné à la booktubeuse Ténébris Somnia, le magicien d'Oz. Tant qu'à parler de ça, j'aimerais revenir sur un point. Moi, j'en suis très fier d'avoir donné tous ces bouquins. Il y en a un seul qui est pas parti, c'était un Mary Higgins Clark, je l'ai foutu dans une boîte à livres parce que ça me fatiguait de le voir traîner ici. Il m'a été reproché par plusieurs personnes de ne donner que des livres que je n'aime pas ou que je ne veux pas garder. C'est vrai. Factuellement, oui. Mais et alors, en fait, c'est quoi le problème? Donc oui, je ne donne que des livres que je n'aime pas ou que je ne veux pas garder, mais ça ne veut pas dire qu'ils soient mauvais. Par exemple, j'avais La ligne verte de Stephen King en double. Je surkiffe ce bouquin. Je l'ai donné parce que ça me servait à rien de l'avoir en double. Pareil pour De fièvre et de sang de Cédric Cyr. Et c'est pas parce que j'aime pas un livre qu'il est mauvais. Swansong, je l'ai donné parce que j'ai surkiffé ce bouquin. Ça a même été un coup de cœur. Mais c'est pas le genre d'histoire que j'aime relire, donc autant faire un peu de place et puis que ça fasse plaisir à quelqu'un d'autre. La booktubeuse Ténébris Somnia, elle surkiffe les contes interdits. Et elle est autant légitime à adorer ça que moi à détester. Donc partie de ce postulat, en fait, le bouquin il est mieux chez elle que chez moi. J'ai l'impression de devoir expliquer comment on fait du sucre en poudre à partir de sucre en morceaux, quoi. Ça me paraît clair. Allez, on continue sur les chiffres. Je les ai pas appris par cœur. Cette fois-ci, YouTube Studio. Depuis 365 jours, tu charges quand tu veux, hein. Depuis 365 jours, cette application charge. Depuis 365 jours, il y a eu 335 nouveaux abonnés sur cette chaîne. Pas bienvenue à vous, hein. Et la chaîne a cumulé un total de 2404 heures de visionnage. Là où je comprends que certaines personnes vrillent en lisant ces stats, c'est que en même temps que je vois 2404 heures de visionnage, ce qui me paraît dingue, YouTube Studio me précise que ça fait 23% de moins que la tendance sur les 365 derniers jours d'encore avant. Alors moi, il y a un calcul que j'aime bien faire, donc on va le faire tout de suite. 2404 divisé par 24, eh bien c'est comme si j'avais parlé pendant 100 heures et que j'avais toujours eu au moins une personne pour m'écouter. Alors peut-être que d'après YouTube Studio, c'est moins bien que d'habitude, mais c'est sûr qu'à l'échelle de YouTube c'est Kikos, hein. Mais à une échelle ramenée à ce que je suis humainement capable de comprendre, ça me semble complètement dingue, dans le bon sens du terme. Donc oui, ça fait 23% de moins que les 365 derniers jours d'avant, et je n'arrive pas à faire autre chose que de m'en foutre. Voilà, j'essaye de trouver ça grave, et en fait, j'y arrive pas. Et tout ce joli petit monde représente en réalité 24 667 vues sur l'année.
Voilà, je sais pas ce que vous avez regardé, j'ai pas foutu grand-chose, hein. Donc tout ça c'est bien joli, c'était uniquement les chiffres, ça n'a pas grande importance, je trouve, c'est même ce qui est le moins important. J'aimerais parler un petit peu de comment je me sens sur Booktube, si tu me le permets. Ben, je me sens bien. Je me sens mieux, je ne me sens toujours pas légitime, mais ça je pense que ça ne viendra jamais. Je crois que j'ai appris à vivre avec cette sensation de les autres font mieux, mais c'est pas si grave, moi je fais mon truc dans mon coin et je demande rien. J'avais parlé les années précédentes de certaines chaînes Booktube qui m'avaient attaqué, eh ben elles ont disparu. Comme quoi j'ai bien fait de ne jamais répondre. Aujourd'hui, j'entretiens un rapport avec les autres créateurs de contenu, soit extrêmement cordial et amical, et c'est parfait, soit ils ne me calculent pas et moi non plus, et ça me va très bien. L'impression que j'ai, c'est que lorsque je suis arrivé sur Booktube, c'est une impression générale qui ne vaut pas grand-chose, les filles se sont dit, chouette, un nouveau camarade, et les mecs se sont dit, merde, un nouveau concurrent. Pas tous. Je n'ai pas reçu de bits non plus par message privé, et ce n'est pas une demande. Continuez comme ça, surtout. Je n'ai pas eu de vidéo entièrement à charge sur ma tronche. Je ne suis pas quelqu'un de revanchard, mais force est de constater que moi je fais mon truc dans mon coin, je suis encore là. Et ceux qui prétendaient tout savoir, qui affichaient une facilité à juger, ben ils sont plus là. C'est dommage, je trouve, mais ils ne vont pas me manquer. Nouveauté néanmoins cette année sur Booktube, autant les autres créateurs de contenu m'ont foutu une paix d'enfer, par contre dans les commentaires, j'ai trouvé certains spectateurs un peu plus... C'était un peu chaud des fois, ce qui n'est jamais très agréable, mais je ne peux pas dire que cela m'ait atteint parce que je ne me suis pas reconnu dans ces commentaires-là. Ça n'a eu aucune conséquence. Il y en a quand même deux il y en a un qui m'a fait marrer. C'était une nana, je crois. Mais après, on sait jamais, c'est sur YouTube, les pseudos, tu mets un peu ce que tu veux. Qui m'a dit, en substance, c'était « je t'aime pas parce que t'as pas l'air de sentir bon » ou « t'as l'air de puer » ou je sais plus. Et moi, je lis ça et j'éclate de rire. Et je vais partager sur Instagram en story. Et là, j'ai continué de rigoler puisque vous avez été un certain nombre à me faire part de votre étonnement étant donné que ça n'avait strictement aucun rapport avec la vidéo. C'est vrai, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que c'était hors sujet. Le problème, c'est que surtout que c'était faux, puisque, au risque de vous surprendre, je me lave. Et il y a un autre commentaire quand même, celui-là je trouve qu'il est plus intéressant, c'est les gens qui reviennent et qui me disent « si tu n'as pas aimé, c'est que tu n'as pas compris ». Ce qui est une manière polie de dire « t'es con ». J'ai eu le cas sous la vidéo « Le maître des illusions » de Donatart. J'en ai eu un bien vénère, à la limite qui s'en prenne à moi. Bon, si tu veux, j'ai les épaules pour. Là où ça me gêne, c'est quand ils commencent à s'en prendre à d'autres personnes qui ont laissé des commentaires sous la vidéo. Ça me fait chier. Et je trouve ça extrêmement surprenant comme approche de se prétendre intellectuel tout en faisant l'apologie de la pensée unique, mais pas n'importe laquelle. Uniquement la leur. Ce sont donc des gens qui refusent d'entendre autre chose que ce sur quoi ils sont déjà d'accord, qui ont mis un terme définitif à leur évolution. Il n'y a plus aucune forme d'apprentissage, quel qu'il soit, et ça se croit intellectuel. Bah écoute, je suis pas sûr. J'en profite également pour signifier que envoyer des sauts de merde à quelqu'un parce qu'il s'expose sur Internet n'est pas une raison acceptable. Il y a eu certains commentaires dont les propos relevaient concrètement d'un cas de harcèlement. Le harcèlement est un délit pénal. Il n'y a pas de jurisprudence, cette personne s'expose en public, donc c'est autorisé. Non, ça c'est une invention, une fable. C'est une légende urbaine. En réalité, le harcèlement est un délit pénal, puni par la loi, et le harcèlement tue. Et il tue aussi des gens qui s'exposent sur les réseaux. C'est arrivé plusieurs fois. Il faut à un moment donné remettre l'église au milieu du village, parce que des histoires j'en ai lu des tas, toute ma vie. Je sais reconnaître quand c'est de la fiction.
Je me suis senti aussi plus important dans le Booktube puisque pour la première fois une maison d'édition m'a contacté. Il faut savoir que je n'ai jamais fait de service presse parce que il faut réclamer des bouquins à une maison d'édition et de manière générale, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de réclamer. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne blâme pas ceux qui le font et au contraire, je trouve que s'ils le font et que ça marche, ils ont bien raison. C'est pourquoi je ne me l'interdis pas non plus à l'avenir, mais pour l'instant, je sais pas, j'ai pas envie. Mais cette maison d'édition, c'est elle qui me contacte et elle me présente un catalogue avec leurs nouveautés. Le but, c'était que j'en choisisse un et que j'en parle sur la chaîne. J'avais rendez-vous avec une chargée de communication. Premier rendez-vous, elle me pose un lapin en me disant qu'elle a été retenue. Deuxième rendez-vous, lapin. Elle me dit qu'elle a changé de portable et qu'elle n'a pas vu la notification. Troisième rendez-vous, je sais plus. Vraiment, je sais plus, mais lapin. Elle voulait un quatrième rendez-vous. J'ai un peu envoyé péter le truc. Voilà, ça c'était aussi pour répondre à ceux qui disaient que j'étais un gros privilégié puisque j'avais tous les livres que je voulais gratos avec les services presse. Voilà, bon, ça a failli. Mais non. J'ai été contacté aussi par des auteurs débutants, indépendants, qui voulaient que je parle de leurs bouquins. Et alors là, attention, faut voir la tronche. Pas tous, mais certains. Ah ben, ils se prennent pas pour de la merde, hein. J'en ai eu un, il voulait absolument avoir son mot à dire sur le montage final, ce qui est absolument exclu. Un autre, il me dictait carrément ce que je devais dire, c'était un truc du genre, l'auteur a une plume à la fois classique et moderne, qui rend parfaitement compte de l'émotion des personnages, et perce jusqu'au cœur tous les lecteurs qui oseront s'aventurer dans ses pages. Bref, le mec qui m'écrit ça à propos de lui-même, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et il y en a eu aussi des très gentils et à qui j'ai dit je crois que je ne vais pas apprécier ton bouquin, donc je ne suis peut-être pas la bonne personne, et qui l'ont compris. Ça arrive aussi. Par contre, pour certains, il faut quand même à un moment donné le dire, ce n'est pas parce que vous avez écrit un livre que vous valez mieux que le reste de l'humanité. Quand je lis un auteur qui me dit « je te laisserai pas en dire du mal parce que c'est 4 ans d'investissement », je peux comprendre. Mais quand tu en es à dire ça, c'est peut-être tu n'es pas vraiment fait pour être auteur. Moi, sur Booktube, je dois composer avec les règles de la plateforme. Il y a des choses qui sont à mon avantage, les gens peuvent s'abonner, les gens peuvent liker une vidéo, ils peuvent la partager, ils peuvent laisser un commentaire agréable. Il y a aussi des choses qui sont à mon désavantage. Les gens peuvent se désabonner, ils peuvent disliker la vidéo, ils peuvent laisser un commentaire désagréable et ils peuvent aussi partager la vidéo pour qu'on se foute de ma gueule. Ce sont les règles de la plateforme et je dois composer avec ces règles. Un auteur, c'est pareil, il y a des règles. À partir du moment où il a vendu un bouquin, avec de l'argent, souvent, la balance est à l'équilibre. À partir de là, un lecteur, il peut recommander un livre ou pas. Il peut laisser un commentaire agréable ou désagréable, ou pas de commentaire du tout. Ça, ce sont les règles quand tu veux devenir auteur. Et il va falloir les accepter. S'il y a des auteurs qui se reconnaissent là-dedans, des auteurs débutants, et je ne dis pas ça de façon péjorative, même Victor Hugo a été débutant. Essayez de ne pas penser que vous êtes des personnes au-dessus du lot parce que vous tomberez, vous aurez été tellement désagréable que personne n'aura jamais envie de vous relever. Avant de commencer véritablement la partie FAQ, j'aimerais répondre à 2 questions qui sortent un peu du lot. Et la première, c'est comment ça va? Alors, je ne vais pas mentir, c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Plusieurs d'entre vous le savent, j'avais 2 chats, aujourd'hui je n'en ai plus qu'un, j'en ai perdu un la dernière semaine d'août. Et en réalité, cet événement a été le prime d'une semaine dramatique. J'ai commencé la semaine par apprendre le décès d'une personne de laquelle je n'étais pas proche et dont je n'ai pas porté le deuil. Mais il y a des gens que j'aime, j'étais soucieux pour eux. Ensuite, s'en est suivi une mauvaise nouvelle qui est tombée dans la semaine, et puis le lendemain ou le surlendemain, j'ai mon chat d'un coup, qui va pas bien du tout. C'était violent, c'était complètement inattendu. Calzone avait une malformation cardiaque non diagnostiquée,
Il était insuffisant cardiaque, ça c'était de naissance, mais je ne le savais pas. Donc son cœur s'est dilaté, ce qui a créé une zone de stagnation du flux sanguin à l'intérieur du cœur, ce qui a fini par former un caillot. Et un jour, ce caillot, il est parti. Et ça a fait une thromboembolie aortique, c'est-à-dire qu'en gros, ça a bouché une artère importante chez lui. Et un jour, je me lève et je vois qu'il a gerbé partout, qu'il va pas bien du tout, qu'il miaule. Et 10 minutes après, je vois même qu'il commence à être paralysé des pattes arrière. J'ai appelé le veto, j'y suis allé, ça a été assez terrible. Ils l'ont foutu sous calmant parce que c'est très douloureux pour lui. Et je me souviens de la question de l'assistante vétérinaire qui me dit « Mais il est tombé comment ?» J'ai dit « Mais il n'est pas tombé. » Je te promets, la veille, il allait bien, il faisait ses câlins, il était pépère, il faisait sa toilette. Et puis un jour, le caillot, il est parti. Et ça a été hyper violent, ça a été hyper soudain. C'est toujours super injuste. Et moi, à ce moment-là, je suis tombé aussi. Ça faisait trop. Donc j'ai commencé à faire ce qu'on appelle une petite dépression, mais dépression quand même. Et là, je sais que parmi vous, il y en aura certainement qui vont se dire « Mais je ne comprends pas, ce n'est qu'un chat ». Oui, alors effectivement, tu ne comprends pas, et ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Je suis très premier degré là. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Mais ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas vrai. Moi, quand il est parti, j'ai aussi perdu un ami proche à ce moment-là. Donc j'ai commencé ma petite dépression, et ensuite j'ai eu des gros coups durs qui sont arrivés en septembre, en décembre, en janvier et en mars, là, dernièrement. Donc au fur et à mesure, la petite dépression s'est transformée en très grosse dépression et il a même été question de m'hospitaliser en janvier, ce que j'ai refusé. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort? Franchement, j'en sais rien. J'ai refusé parce que j'ai l'autre chat qui est en train de pioncer et que je voulais pas être loin de lui. Je voulais voir personne. J'ai dit non, je veux pas être hospitalisé, je vais m'enfuir, c'est hors de question. Puis je n'avais pas non plus la capacité émotionnelle à devoir gérer une garde de chat, j'avais pas tout ça et je voulais pas être séparé de mon autre chat, donc j'ai dit non. Il faut savoir que de août jusqu'au 28 ou 29 janvier, je n'ai pas fait de course. Je me suis nourri uniquement de poudre achetée sur internet, ce que je déconseille très fortement. J'étais plutôt faible, j'étais à bout. Ça a commencé à aller mieux début avril lorsque je me suis forcé à sortir et je suis allé au quai du Polar à Lyon. C'était ma grosse sortie depuis des mois et ça m'a fait plaisir de rencontrer certains d'entre vous. Lyon, j'ai détesté. Je suis pas fait pour la ville. Laissez-moi dans ma campagne avec des rivières, des lacs et des forêts. C'est pour ça aussi que j'ai pas assuré pour le challenge à vos livres cette année parce que j'étais sous antidépresseurs, anxiolytiques et pilules à dodo et j'étais complètement incapable de lire un livre et de comprendre ce que je lisais. Donc j'ai pas pu suivre le challenge autant que je l'aurais voulu et j'en suis désolé, mais comme je le disais, si au moins il a permis à certains ou certaines d'entre vous de faire de bonnes lectures, de bonnes découvertes, eh bien c'est très bien, c'est là le but. J'étais dans un cas où j'ai voulu continuer un peu à produire des vidéos. C'était compliqué et en même temps j'étais fier de moi lorsque j'arrivais à produire quelque chose, mais j'avais du mal à sortir de cet état d'esprit. Ne me demandez plus rien, j'ai plus de jus. Je suis pas capable de produire quoi que ce soit d'intéressant. Donc c'était une espèce de bataille, une espèce de lutte contre soi-même pour réussir à faire des choses. Donc comment ça va? Ça va. Je vois une psy en ce moment. J'ai arrêté les pilules, toutes, sauf la mélatonine pour dormir. Et ça va. Juste, je sais que c'est fragile. Une autre question qui m'a été posée et que je trouve très légitime, c'est pourquoi tu fais une FAQ? Alors je vais y répondre. Je fais une FAQ parce que c'est un moyen de favoriser l'échange entre toi et moi, et c'est aussi une façon d'inverser les rôles, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est toi qui proposes des sujets et c'est moi qui réagis. Alors que d'habitude, c'est plutôt moi qui fais des sujets et toi qui réagis. Et c'est aussi une façon, même si ce n'est pas la principale, de prendre un peu la température, de voir de quoi tu veux parler. Donc voilà, c'était une vidéo qui change,
pour favoriser l'interaction, pour essayer de te faire plaisir, en te laissant les rênes, partiellement du moins, d'une vidéo. Le problème que j'ai eu, c'est que cette question m'a été posée donc sur la Vox Linea, et cette personne m'a laissé, alors bon, en vrai c'est 3 messages, mais on va dire que c'est un message de plus de 10 minutes. Et tu te doutes, ça prend pas 10 minutes à poser cette question, s'en est suivi plusieurs minutes de procès d'intention pour m'expliquer qu'en réalité, si je faisais une FAQ, c'était, je cite, parce que je suis en manque d'amour. Alors, non, je trouve ça totalement légitime de me poser la question, ok, mais laisse-moi y répondre. C'est pas très agréable de se prendre plusieurs minutes de procès d'intention, mais franchement, là, non, manque de peau, c'est à côté de la plaque. Ensuite, j'ai bien compris, là aussi, je cite que les FAQ, ça te fait chier. Alors, bon, je suis désolé de te l'apprendre. Tu n'es pas le centre de l'univers. Je trouve que c'est extrêmement maladroit, alors que j'essaye de proposer quelque chose qui fasse plaisir, de prétendre m'adorer, là aussi, je cite, je t'adore, mais, et de se dire, il s'apprête à faire quelque chose qui m'emmerde, il faut absolument que je lui fasse savoir. Alors si c'est ta manière de m'adorer, s'il te plaît, cesse. J'ai bien retenu aussi ta suggestion de désactiver les commentaires et de laisser les gens réagir aux vidéos à vie lecture sur la ligne téléphonique. La ligne téléphonique, elle n'est pas là pour échanger avec moi, la preuve étant que je ne réponds pas. Jamais. À personne. Aucune exception. La ligne téléphonique, elle est là pour laisser à ceux qui le souhaitent l'opportunité de faire entendre leur voix pour poser un coup de cœur, un coup de gueule pour parler d'un sujet qui les touche, qu'il soit ou non en rapport avec la littérature. Imagine-toi 5 secondes à ma place. Que je dise, je désactive les commentaires, maintenant si vous voulez me faire vos retours, ce sera par téléphone, vous me laissez un message. S'il y a une dizaine de personnes qui le font, et qui font comme toi, me laisser un message de plus ou moins 10 minutes. Moi, derrière, j'en ai pour plus d'1 heure et demie à tout écouter. En plus, lorsque je dis que je ne sauvegarde pas les numéros, dans la réalité des faits, je ne les sauvegarde pas. Donc je suis supposé reconnaître qui me parle à la voix. C'est injouable. J'ai bien compris aussi que tu trouves ça ridicule puisque tu t'apprêtais à partir pour une soirée raclette entre amis et que dans une soirée raclette entre amis, on fait pas de FAQ parce que c'est con. Et je suis d'accord. Mais tu es en train de comparer deux choses. D'une part, une soirée raclette entre amis, donc où vous êtes, j'en sais rien, entre 4 et 10 à table, dans un cadre privé et où vous vous connaissez et où vous vous appréciez déjà, avec une FAQ sur YouTube où on est entre 0 et 1000 à table, on sait pas, chacun vient avec sa chaise, avec des gens que je ne connais pas, que je respecte, pour qui j'ai de l'estime, mais que je ne connais pas, dans un cadre en public sur Internet. Voilà. Les deux contextes n'ont tellement rien à voir que bâtir un argumentaire sur ces fondations, il n'y a même pas besoin de souffler pour que ça se casse la gueule. Il faut que certaines personnes arrêtent de croire que tout tourne autour d'elles. Ça devient malsain. Et c'est compliqué. Quand tu te dis, tiens, je vais proposer une FAQ, j'espère que ça fera plaisir et que tu te fais cueillir à froid dans un moment où t'es déjà pas bien. Avec, oui, mais tu fais une FAQ parce que tu veux parler de toi, alors que c'est tout ce que je ne suis pas. Mais vraiment. On est passé à ça d'un message posté dans l'onglet communauté et en story sur Insta. FAQ annulé, merci et bonne journée. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ça aurait été injuste. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Mais y répondre à ma place, c'est commettre une terrible erreur, celle de croire que tu me connais. On y va avec la FAQ à proprement parler. J'ai la tablette à côté, parce que je les ai pas appris par cœur. Juste avant de commencer, il y a 2 questions auxquelles j'ai refuse de répondre. La première étant, quel est ton pire souvenir d'enfance? Parce que je n'ai pas envie d'y répondre, ce qui est une raison incontestable. Et la deuxième étant, quelle heure est-il? Puisque ça me paraît évident qu'il est minuit 29. Cette année, je fais les choses un petit peu différemment. J'ai regroupé vos questions par thème, par catégorie, et j'ai regroupé aussi les questions qui se ressemblaient.
Première catégorie, lecture et livres. Je vais commencer par les questions qui m'ont été posées par l'une d'entre vous qui a voulu se lancer en défi. Je te pose une question par semaine jusqu'à ce que tu atteignes les 1000 abonnés pour faire une FAQ. Alors, je lui avais dit oui, mais vu comme c'est parti, tu vas en poser jusqu'en 2026. Elle a commencé le 6 décembre et la dernière question a été le 28 février 2025. C'est dire mon optimisme naturel. Première question, tu préfères avoir gratuitement tous les livres que tu souhaites durant toute ta vie ou être le voisin et ami de Stephen King? Eh bien, avant l'élection de Donald Trump, j'aurais dit être le voisin et ami de Stephen King. Mais aujourd'hui, aller vivre aux États-Unis, j'ai pas envie. Du coup, ce sera tous les livres gratuits que je veux pendant toute ma vie. Mais si je pouvais quand même avoir son 06 à King Goudet. Que penses-tu de ce nouveau métier dans l'édition qu'est le lecteur en sensibilité? Alors je me suis renseigné, lecteur en sensibilité, sensitive reader. Des gens qui lisent un livre avant leur parution et qui vont essayer de pointer tout ce qui peut être discriminant, tout ce qui peut être problématique, tout ce qui peut être offensant ou caricaturant, enfin je cherche le mot mais c'est pas caricaturant, mais résulté de stéréotypes. Eh bien, au risque de te surprendre, je n'y suis pas opposé par nature. Après, tout est question de contexte et tout est question de mesure. Si un auteur veut faire lire son texte par un lecteur en sensibilité pour être sûr de lui, eh bien, je crois qu'il est légitime qu'il puisse le faire. Comme il peut être légitime qu'un auteur refuse certaines suggestions faites par ce lecteur en sensibilité. Si ça vient de la maison d'édition, il ne faut pas que ça tourne à une forme de censure. Pour moi, il faut rester mesuré. À aller trop loin dans ce sens-là, je crois qu'on a plus à y perdre qu'à y gagner. C'est aussi un petit peu symptomatique de notre époque moderne où on ne supporte plus d'être contrarié. Quand je regarde le film Saw de James Wan, je ne vois pas un mec qui fait l'apologie du découpage de pieds avec une scie. Qu'un livre puisse être offensant parce que c'est de la fiction, eh bien moi je l'entends. Un livre, il veut nous faire ressentir des choses, de l'amour, de l'émerveillement, une certaine forme de compassion, du rire, et pourquoi pas de l'énervement aussi. Pourquoi il nous ferait pas ressentir de la colère ou de la gêne? Et ça peut jouer aussi sur la réussite d'un bouquin. Quel méchant roman as-tu déjà voulu péter la tronche? Alors c'est pas le méchant principal du roman, c'était dans le livre Rage de Stephen King qui aujourd'hui n'est plus publié. C'est l'histoire de Charlie qui prend en otage sa classe après avoir buté sa prof de mathématiques avec une arme à feu. Moi j'ai eu envie de péter la gueule à son père, à Charlie, parce que je crois que le vrai monstre de l'histoire c'est lui. Entre un roman fleuve de dark fantasy et un livre de Daniel Steele, que choisis-tu? Je vais choisir le roman fleuve de dark fantasy. Daniel Steele, j'ai lu 2 livres. Il y en avait un, c'était L'Accident, et l'autre, j'ai oublié. Ça a été une horreur. Donc, va pour la fantasy. En cette première semaine de l'année, je voulais savoir si tu as des envies objectifs en ce qui concerne la lecture. Par exemple, lire plus de classiques, découvrir un auteur en particulier, essayer un genre que tu ne connais pas, lire plus qu'en 2024, donner sa chance à Marc Lévy. Lire plus qu'en 2024, c'est mort. Donner sa chance à Marc Lévy. Oui, je lui donnerai sa chance un jour. Oui, dans les objectifs, j'aimerais bien découvrir et approfondir un peu ma connaissance en ce qui concerne le manga. J'ai dans ma bibliothèque le manga Spirale de Junji Ito. Ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, je ne l'ai toujours pas ouvert. J'aimerais bien le découvrir. Aujourd'hui, je voudrais savoir si tu as déjà eu ou si tu as envie d'écrire une nouvelle, un roman. Si oui, quel genre d'histoire voudrais-tu raconter? Sinon, pour quelle raison? Oui, j'ai déjà eu envie d'écrire. Oui, j'ai déjà écrit une nouvelle qui s'appelait In Utero. C'était une nouvelle épistolaire d'horreur, d'épouvante, qui était proposée gratuitement sur un site web qui s'appelle Short Edition. Aujourd'hui, Short Edition, ils ont changé leur modèle financier, là, leur modèle économique. C'est plus gratuit. Et pour moi, c'est absolument hors de question, donc ça a dégagé. Oui, j'ai l'envie d'écrire, mais il y a des phases pour tout dans la vie, et là, c'est pas une phase pour ça. Cette semaine, je voudrais savoir quelles sont les chaînes YouTube hors Booktube que tu aimes particulièrement. En ce qui concerne l'horreur, j'adore Feldup, qui pour moi est un maître sur YouTube. Et en ce qui concerne la musique, alors il y en a une de chaîne que j'ai découvert, c'est Lovie, qui fait des vidéos sur le rock, sur le métal, qui ressemblent à des documentaires où elle prend un artiste et elle trace sa biographie, elle trace son parcours. Et je trouve que
c'est un travail absolument exceptionnel à chacune de ces vidéos. Lovie, L-O-V-I. Et je vais juste désobéir lâchement à ta consigne et citer une chaîne Booktube. J'ai vu la chaîne de Littératé, qui est extrêmement investie dans sa chaîne Booktube et qui se donne de la peine et qui fait les choses bien. Très différemment de ce que je fais moi, je trouve qu'il mérite parce qu'il est hyper intéressant. Je te mets le lien de sa chaîne dans la description si tu veux aller y jeter un coup d'œil, si tu veux donner un peu de force, envoyer des bonnes vibes, tout ça, tu sais, c'est gratuit, ça peut faire plaisir. Tu es dans une librairie, quels sont les éléments qui déclenchent l'achat d'un livre? Quels ingrédients sur la couverture ou le résumé du bouquin te mettent l'eau à la bouche et te font dire ça c'est pour moi? Alors bon, il y a la couverture, je suis plus sensible aux couvertures dessinées qu'aux couvertures photos. Je trouve qu'on a perdu quelque chose. Aujourd'hui, on a énormément de bouquins dont la couverture, c'est en réalité une photo issue de Shutterstock que la maison d'édition a acquis en licence commerciale. Même s'il y a des très belles photos, et il peut y avoir des montages même faits avec Photoshop qui sont très beaux. Donc une belle couverture. Et en quatrième de couverture, cette fois-ci, j'aime bien quand ça en dit très très peu. Une phrase ou deux. Ça sonne comme une forme d'assurance de la maison d'édition, de te dire on n'a pas besoin de t'en dire trop, ce livre vaut la peine d'être lu. Je sais pas, c'est peut-être que moi qui pense comme ça. Tout ça c'est assez subjectif, hein, on est d'accord. Hein. Si tu pouvais inviter à dîner 5 personnes de roman, qui seraient-ils et surtout qu'est-ce que tu leur préparais de bon à manger et à boire? Eh bien ce serait le Club des ratés du roman Ça de Stephen King. Version adulte, parce que aller me taper toute une bouffe avec 5 lycéens, je suis pas sûr d'avoir la patience. Ça m'avait fait cet effet quand j'avais refermé le bouquin de me dire ils vont me manquer. Et je leur ferai une raclette. Je pense qu'à 5, ils auraient pas besoin d'amener leur chaise. Prochaine question, quelle phrase issue d'un livre serais-tu capable de te faire tatouer? Alors, aucune. Si la question c'est de me demander une citation d'un bouquin que j'affectionne particulièrement, je vais te dire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais je me la ferai pas tatouer. Qu'est-ce qui te fait lever les yeux au ciel lors de la lecture d'un livre? Ou autrement dit, qu'est-ce qui t'insupporte? L'excès de violence, l'excès de sang, des relations amoureuses qui dégoulinent de miel, tout ce qui est aussi grosse, je dis bien grosse, incohérence. Par exemple, dans La Petite Sirène, le conte interdit de Sylvain Johnson, il y a un personnage qui meurt et 4 paragraphes plus tard, il a une ligne de texte. Ce que j'aurais pu comprendre comme erreur si le bouquin avait été publié il y a 15 jours, mais messieurs dames de la maison d'édition, il serait temps d'y faire quelque chose, parce que ça va finir par se voir que vous n'en avez rien à foutre. Et sinon, tout ce qui est violence, surtout sur les enfants, et sur les animaux aussi, j'ai du mal. Les adultes, ils peuvent bouffer dans leur gueule, j'en ai rien à foutre. C'est pas vrai, ça va. Ta pire lecture hors Ghost Story, ça a été La leçon du mal, je pense, de Yuzuki Kishi, auteur japonais. Je pense qu'il y a un fossé culturel avec moi et j'ai pas réussi à outrepasser ça. Il semblerait qu'il soit normal au Japon pour les professeurs en lycée de s'intéresser et de se mêler comme des dingues de la vie privée de leurs élèves. Eh ben oui, mais moi dans ce roman, ça m'a dérangé. Peut-être qu'un japonais, ça l'aurait pas choqué plus que ça. Mais moi, j'ai bloqué. Quel est l'endroit le plus insolite où tu es lu? Alors c'est là, on va voir que ma vie est absolument palpitante. C'était à la plage. As-tu toujours ton livre en cours avec toi ou reste-t-il à la maison? Je l'ai toujours avec moi, à la condition qu'il y ait un doute raisonnable quant au fait que j'ai le temps de lire. Si je sais que je n'aurai pas le temps, je le laisse chez moi. Le meilleur livre que tu aies lu jusqu'à présent cette année? Ça a été Swan Song de Robert McCammon, avec une histoire extrêmement riche, extrêmement ambitieuse, un début, un milieu, une fin. J'ai trouvé tout ça fluide et j'ai adoré découvrir cette histoire avec des vraies catastrophes. Lorsque l'espoir renaît de rien, il est d'autant plus beau. J'ai adoré Swan Song de Robert McCammon. Parmi tous les livres que tu as lus,
Lequel aurais-tu rêvé d'écrire? Le Royaume des devins de Clive Barker. Clive Barker, c'était la première fois que je lisais un de ses livres. Ça a été une claque monumentale et j'ai trouvé génial la manière dont il a commencé son récit avec un type qui court après un pigeon. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Mais j'ai pas le talent. Hein. Quel livre pourrais-tu lire et relire sans jamais te lasser? Alors je suis allé le chercher. Hein. C'est la saga littéraire des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire que j'avais perdu dans un déménagement. Et je me le suis réoffert dans cette édition qui est l'édition de mon enfance. Je suis en train de me les relire. Ça ne sera pas que la seconde fois où je les relis. Quel livre t'a le plus surpris en bien et en mal? Les livres qui me surprennent généralement en bien sont les livres qu'on appelle les grands classiques, où je pars avec une sorte d'appréhension à me dire ça va être long, ça va être pompeux, ça va être inaccessible, ça va être tiré par les cheveux, ça va être trop. 1984 de George Orwell, j'ai surkiffé. Et à l'inverse, les livres qui me surprennent en mal, ce sont tous les livres qui sont unanimement reconnus comme des chefs-d'œuvre. Et moi, quand je les lis, j'ai dit mais ça marche pas, ça ne marche pas sur moi. Là, je peux par exemple citer Le Maître des Illusions de Donna Tartt, qui décidément en prend un peu plein sa gueule dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est pas volontaire. Quel livre ne quittera jamais ta bibliothèque? Valeur sentimentale, rareté, si possible, peux-tu nous le montrer? Pour valeur sentimentale, il s'agit du bouquin Le Coup du Père François, dans la collection des San Antonio, Nom de plume de Frédéric Dard. J'y tiens, à ce bouquin-là, qui est dans un état pas possible, ça, c'est pas grave. Par contre, il ne sortira jamais de ma bibliothèque. Ça, tu peux en être sûr. Combien de livres non lus estimes-tu avoir dans ta bibliothèque? Il y a à peu près 750-800 bouquins dans ma bibliothèque. J'estime que j'en ai entre 50 et 70 que je n'ai pas lus. Et je le vis très bien, parce que lorsque je termine un bouquin, j'aime avoir le choix pour le suivant. Et si je les garde, c'est bien parce que j'ai l'intention de les lire, simplement parfois c'est pas le moment. À quoi ressemblerait ta bibliothèque idéale? À la mienne, vu que c'est moi qui ai choisi. Si on parle d'un point de vue purement esthétique, bien évidemment les grandes bibliothèques à plusieurs étages avec des échelles là pour accéder aux étagères les plus hautes avec que des bouquins en reliure cuir. Oui, c'est beau, mais c'est pas ce qui compte pour moi. Si l'esthétique comptait à ce point pour moi, je n'aurais pas un bon 80% de ma bibliothèque fait de livres d'occasion. Ta manière d'aborder un livre a-t-elle changé depuis que tu fais des vidéos YouTube? Absolument pas. Je n'ai jamais commencé un livre pour me dire ça fera une bonne vidéo YouTube. Sauf la vidéo du 1er avril, tu t'en doutes. Mais c'est différent. Quel Stephen King emporterais-tu sur une île déserte? La réunion des 3 premiers tomes de La Tour Sombre chez France Loisirs. Voilà. Ah, comme ça au moins, j'aurai de quoi bouquiner pendant un moment. 1169 pages, écrit tout petit. Quel plaisir. On en parlait, hein. Des couvertures de livres illustrés. Illustration de Copic. Eh ben, ça a de la gueule. Je suis désolé. Lis-tu aussi des mangas ou des romans graphiques? Si oui, quels sont tes titres préférés? Des mangas, non. Des romans graphiques, non. Je lis des BD. J'ai les Astérix, j'ai les L'Enfeust. J'ai aussi toute une collection de comics Batman là-haut que je n'ai pas encore fini de lire. J'ai des comics X-Men aussi. Je dois avoir 1 ou 2 Spider-Man que j'adore. Et des mangas, j'en ai un. J'en parlais tout à l'heure, Spirale de Junji Ito, il faut que je le lise. As-tu déjà lu de la fantasy? Oui. Si tu considères que Le Seigneur des Anneaux c'est de la fantasy, oui. J'ai adoré. Par contre, je ne peux pas dire qu'il s'agisse de mon genre de prédilection. J'ai essayé une saga fantasy qui s'appelle L'Épée de Vérité de Terry Goodking, qui est la saga préférée de mon meilleur ami. J'ai essayé. As-tu un genre de lecture spéciale vacances? Absolument pas. Moi, c'est Halloween toute l'année. Deuxième catégorie pour cette FAQ, vie perso et goût, à part le picon, le Belize. Ta date de naissance, j'ai complètement oublié, j'ai aucun souvenir de cette journée-là. En plus, il n'y avait peut-être pas de calendrier au mur, ou alors on me l'a pas annoncé quel jour on était. Mais vraiment, j'ai aucun souvenir de cette journée-là, je sais pas. L'adresse de ton coiffeur. Oh, ça va, je me débrouille. La phrase que tu répètes sans arrêt, c'est pas grave. Et c'est pas bien de se dire c'est pas grave, parce que c'est se mentir à soi-même. Je suis un c'est pas graviste assidu. Ton emoji préféré. Alors si je suis dans de bonne humeur, c'est celui-là. Et si je suis de mauvaise humeur, c'est celui-là.
Ah, tu choisis. Quel est le premier dessin animé que tu as adoré ou détesté? Alors, tiens, que j'ai adoré, Fievel et le Nouveau Monde. Ça fait partie des premiers, je sais pas si c'est le premier, mais c'est dans les premiers qui m'ont marqué. Un dessin animé que j'ai détesté, alors je vais pas dire que j'ai détesté, mais j'ai jamais été un grand fan des Aristochats, et je n'ai jamais été non plus très fan de Robin des Bois chez Disney. Aurais-tu préféré naître femme si tu avais eu le choix ou pas du tout? Non, ça va. Je suis en phase avec moi-même sur cette question-là. Si tu le pouvais, aimerais-tu être dans la peau du sexe opposé pendant un mois? Si oui, que pourrait t'apporter cette expérience? Pendant un mois, oui, je le ferais. La place de la femme dans la société n'est pas à la hauteur qu'elle mérite. Je l'ai vu, je l'ai jamais vécu. Et peut-être que de le vivre me permettrait de mieux me rendre compte de certaines choses. Un homme qui débarquerait à la place d'une femme du jour au lendemain, je pense que ça lui ferait tout drôle. Ton parfum, c'est un peu sauvage de Dior, mais là j'en ai un nouveau en ce moment, c'est 1725 de Histoire de parfum. Ta couleur préférée est celle que tu détestes? J'aime beaucoup le violet et le vert, je n'aime pas le jaune. Voilà. Après, j'en ai pas horreur non plus, hein. Ce que tu préfères physiquement chez toi, ce que tu aimes le moins. Ce que je préfère physiquement chez moi, ce sont mes cheveux. Alors pas la calvitie, hein. Mais ça, j'ai décidé que ça n'avait aucune importance, donc ça n'en a aucune. Mais je kiffe mes cheveux blancs. Maintenant que j'en ai beaucoup, j'adore. Et là, la barbe, ça commence. Et j'en veux plus. Et ce que j'aime le moins, à peu près tout le reste. Quel animal ne voudrais-tu surtout pas croiser? À peu près tous les animaux qui seraient capables de me buter. Après, toi, tu fais comme tu veux. La dernière chose que tu as perdue, cette année, j'ai pas mal perdu la tête. As-tu le vertige? Pas plus que la moyenne des gens sur Terre. As-tu peur de la mort? La mienne, absolument pas. Par contre, celle des autres, de ceux que j'aime, me terrifie. Combien de temps peux-tu tenir sans regarder ton téléphone? Je tiens bien, sans regarder le téléphone, je tiens un bon moment, même si je dois avoir un côté addict au smartphone. Maintenant, mon téléphone passe automatiquement dans un mode de concentration temps pour soi après 20 heures. Et mes proches sont prévenus que s'ils m'appellent, ça sonnera pas. Et s'il y a une urgence, ils me rappellent dans les 3 minutes et ça sonnera. Je déteste cette hyper disponibilité permanente qu'amène le smartphone et les forfaits appels illimités aussi. J'ai horreur de ça. Avant, quand j'étais môme, avec le téléphone fixe, on n'appelait pas les gens la journée parce qu'ils bossaient et on le savait. On n'appelait pas les gens après 20h ou 20h30 parce que c'était leur soirée puis il fallait leur foutre la paix. C'était pas respectueux. Et ça s'est perdu, je le regrette. Aujourd'hui, les gens n'en ont plus rien à foutre, ils t'appellent à 22h, voilà. Et j'ai dans mes proches, il y a quelqu'un qui l'a mal pris, cette information. Ah oui, si on t'emmerde, dis-le nous directement. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Si tu te reconnais dans ce que je dis, fais-le. Je te promets que ça fait du bien. Et si tu ne te reconnais pas dans ce que je dis, continue comme ça. Sucré ou salé? En ce moment, plutôt salé. Maniaque, bordélique ou entre les deux? Bordélique, avec des grosses phases de maniaquerie, où il faut que tout brille, où je peux y passer 10 heures. Ton plat préféré? Ça a longtemps été les lasagnes, aujourd'hui je dirais la blanquette de veau. L'aliment dont tu ne pourrais pas te passer est celui que tu détestes. Alors un aliment simple, j'ai un vrai problème avec la crème glacée. C'est-à-dire que trop, pour moi, ce n'est pas encore assez. Et celui que je déteste, je n'ai jamais été un grand fan des aubergines, non pas à cause du goût, mais à cause de la texture. Ton dernier fou rire? Voilà, il vient de se terminer. Une habitude alimentaire bizarre, par exemple, crème dessert plus comté? Oui, fraise roquefort. Je te promets, c'est pas si mauvais. Ça veut dire que c'est bon, en fait. Enfin, ça se trouve, tu vas détester. Hein. Quel est le pire cadeau que l'on t'ait fait? C'était pendant la pandémie de Covid-19, on m'a offert une boîte de masques. La personne qui me les a donnés pensait me faire plaisir. J'étais pas comme un dingue sur le projet. Il y a un côté pratique, je dis pas. Ton prochain achat plaisir, une boîte de masques. Ce qui peut t'agacer dès le matin, je suis plutôt quelqu'un de taiseux. Et ça fait un peu connard, mais je vais assumer, tant pis. Mais avant que j'ai fini mon café, pas trop de questions, quoi. On n'est pas obligé de parler maintenant. Moi, le silence me va. Il y a des gens, on dirait qu'ils sont intimidés par le silence, d'être dans la même pièce que quelqu'un d'autre et de ne pas parler. C'est pas grave,
il y aura des trucs à se raconter plus tard. Le plus beau compliment que tu aies fait et que tu aies reçu. Que j'ai fait, je ne suis pas légitime pour le dire. Ce sera à la personne qui l'a reçu de s'exprimer là-dessus. Et enfin, le plus beau compliment que j'ai reçu, je ne suis pas légitime pour le dire. Ce serait à la personne qui l'a fait de s'exprimer là-dessus. Prochaine catégorie, tricot, chat et vie quotidienne. Quelle est la marque de ta tondeuse, de ton rasoir et de ta mousse à raser? C'est une tondeuse Philips, un rasoir Gillette, et la mousse à raser, c'est un cube de savon de Marseille de chez Marius Fabre. Quelle est la marque des croquettes de ton chat? C'est Onnat, avant c'était Carnilove. Envisages-tu de prendre un compagnon à ton chat depuis la disparition de Calzone? J'y ai songé. Tu t'en doutes. 2 chats, ça fait beaucoup de travail. Je sais que j'ai besoin d'un chat pour être bien, c'est une forme d'équilibre. Calzone, c'était pas prévu, je l'ai trouvé dans le local poubelle d'une pizzeria, pour ça qu'il s'appelle comme ça. Hein. Et il avait besoin de moi, parce qu'il allait crever. Donc je l'ai pris, puis ça a été un super compagnon pendant 9 ans. Si je trouve un petit chat qui est au secours, c'est possible que je le prenne, mais je suis pas en recherche de ça en ce moment. Je l'ai été, et j'ai pas eu de coup de cœur, et c'est pas grave, je vais continuer avec celui qui me reste. Pour l'instant, ça me va. As-tu reçu le fabuleux don de tricoter tout en lisant? Non. Ta grande passion en dehors du tricot et de ton chat? La musique. La musique a une place extrêmement importante dans ma vie. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler de tricot, vous êtes plusieurs personnes à me poser des questions. Est-ce que tu comptes en parler sur YouTube et compagnie? Non. Le tricot, c'est pour moi un moyen de me vider l'esprit en m'occupant les mains. Je n'ai pas envie de tourner cette occupation-là en quelque chose qui va me prendre de l'énergie. Ah ouais, est-ce que l'angle est bon? Est-ce que je suis clair dans les explications? Et si les gens ont des questions techniques, il faut que je sois capable d'y répondre. J'ai pas envie de me prendre le chou avec le tricot. Il faut que ça reste une occupation pour me vider l'esprit et m'occuper les mains. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire pour me vider l'esprit et m'occuper les mains quand je suis un peu stressé? À part ça, dégueulasse. Prochaine catégorie, YouTube et réseau. Quel bilan fais-tu de ton arrivée sur Instagram? J'aime beaucoup échanger avec vous en DM, je n'aime pas le réseau social Instagram. Les posts limités à 3000 caractères, ça me frustre. Les commentaires agressifs lorsque je parcours les Reels au hasard sur Instagram, je trouve que c'est dégueulasse. Je n'arrive pas à m'en foutre. Il y a une forme de surenchère de la connerie, parfois c'est inoffensif et ça me fait sourire. Parfois c'est avilissant. Et là, je rigole moins. Je suis pas comme un dingue sur ce réseau social. Je le garde principalement pour les échanges en DM. Quel a été le retour lecture YouTube le plus difficile à faire? Ça a été, et de loin, le Maître des Illusions de Donna Tartt, puisque j'ai détesté, et tout en lisant, je reconnaissais pourquoi les gens ont adoré. Donc il fallait rendre justice à ce bouquin, en disant, voilà, il est génial, putain, voilà, et voilà pourquoi j'ai pas aimé. C'était compliqué, c'était une forme d'équilibre à trouver, je ne suis pas sûr de l'avoir trouvé, entre d'un côté, reconnaître que c'est un excellent bouquin, et de l'autre, pouvoir exprimer pourquoi je l'ai pas aimé. Autre cas difficile, c'est le cas des contes interdits, où parfois je me suis retrouvé avec cette impression de j'ai rien à dire. Ça me l'a fait principalement avec Aladdin de David Bédard. Donc en fait, ça te donne une vidéo où tu expliques pendant 15-20 minutes pourquoi t'as rien à dire. C'est un délire. Pourquoi as-tu créé ta chaîne? Parce que j'avais envie d'échanger autour de la lecture, parce que dans mon cercle le plus proche, il n'y a personne, ou alors les goûts sont trop différents, et aussi parce que j'avais envie je trouvais que l'ambiance était assez morose. Janvier 2022, on était en plein dans la campagne présidentielle, et surtout parce que j'avais envie de voir ce que ça fait. Comment as-tu trouvé le nom de ta chaîne? En vrai, je n'ai pas trouvé le nom de ma chaîne, j'ai trouvé le nom de mon adresse mail, vox.literaria@gmail.com, parce que je ne voulais pas d'une adresse mail vox.literaria062. Les autres adresses simples sont déjà prises. Au début, je voulais ne pas montrer mon visage en vidéo, n'être seulement qu'une voix, avec un visualiseur, tu sais, les vagues ou les ronds là qui suivent le rythme de ta voix. Donc il y avait cette idée de voix littéraire, c'était déjà pris sur Gmail. À un moment donné, j'ai pensé à y traduire en latin,
Ça a donné Vox Literarien. Jamais fait latin de ma vie, mais ça fait un peu un télo. Et puis si j'avais choisi de traduire en coréen, les gens n'auraient pas compris. Ça a donné Vox Literaria, l'adresse mail était libre, je l'ai prise. Et j'ai fait la chaîne du même nom. Est-ce que à cette époque-là, je savais que Vox, c'était le nom d'un parti d'extrême droite ultranationaliste et conservateur en Espagne? Non. Sinon, j'aurais choisi un autre nom de chaîne. Bon, maintenant qu'on en est là, je compte sur l'intelligence des gens pour bien comprendre qu'il n'y a pas de lien. Quelle est la chose la plus difficile en tant que youtubeur? Il n'y a pas réellement de choses difficiles, ça va dépendre de l'engagement émotionnel que tu vas mettre à faire les choses. C'est pas quelque chose de difficile, c'est quelque chose, je trouve, d'enrichissant, mais il faut faire attention lorsque les gens échangent avec toi. Tu connais pas leur vie, tu connais pas leur passé, tu connais pas leur présent, tu connais pas leur histoire, tu connais pas ce qu'ils doivent affronter au quotidien. Je suis extrêmement attentif à être très peu jugeant. Il y a des gens avec qui j'échange qui ont une manière de fonctionner extrêmement différente de la mienne et moi je suis très ouvert. C'est pas difficile, mais c'est un effort constant. À quelles questions refuseras-tu? Toujours de répondre à toutes les questions en rapport avec ma vie amoureuse et mon enfance. Penses-tu pouvoir faire une vidéo sans ton humour caustique? Bien sûr. Essaies-tu d'imaginer à quoi ressemblent tes abonnés derrière leur pseudo? Je comprends l'idée, je comprends que ça puisse être marrant d'essayer d'imaginer à quoi ressemblent les gens. Eh ben non, je ne le fais pas. Je peux comprendre que ça soit un jeu, que ça se fasse de façon bon enfant. Non, c'est pas une idée qui m'a traversé l'esprit. As-tu déjà tourné une vidéo que tu n'as jamais publiée? Non. Par contre, j'ai retiré certaines vidéos. Elles sont passées soit en privé, soit carrément supprimées puisqu'elles n'étaient plus en accord avec certains principes auxquels je tiens. Et la toute première, je crois que c'était présentation de cette chaîne Booktube. Elle est passée en privé, non pas pour un problème de principe, pour un problème de c'était nul. Mais les vieilles vidéos là qui ressemblent à rien, où je faisais mon truc avec 3 bouts de ficelle là, je les assume, hein, j'ai pas de souci là-dessus moi. Si tu devais changer le nom de ta chaîne, je suis incapable de te répondre en FAQ, ça me prendrait plusieurs jours de réflexion. Je sais pas. C'est pour quand le bêtisier? Pour jamais, puisque ce serait un bêtisier où je ne rigole pas spécialement, je bafouille. Donc t'aurais 45 minutes d'un mec qui bafouille. Si tu devais tourner une vidéo avec un animal qui parle autre que ton chat, lequel choisirais-tu? Je sais pas. Une licorne? Voilà. Quel est le super pouvoir inutile que tu choisirais? De pouvoir reboucher les trous de la biscotte avant d'y mettre du miel. Ce serait pas totalement inutile. Enfin, tu sauves pas la Terre avec ça, quoi. As-tu un livre ou film honteux que tu adores? J'adore Branded de Peter Jackson. Ce film est con, mais je crois que je ne me lasserai jamais de le voir. Si tu pouvais devenir invisible, tu ferais quoi? Devenir invisible, ce serait la finalité. J'en resterai là, je ferai rien, je disparaîtrai. Et je serai pas forcément malheureux. Quelle est la question que tu aurais aimé qu'on te pose et que personne ne t'a encore posée? Comment fait la poule pour mettre le poussin dans l'œuf sans casser la coquille? J'ai cherché et j'ai trouvé. Et la réponse est surprenante. Nouvelle catégorie, ciné et culture. Le dernier film que tu as vu, ciné ou télé. Au ciné, c'était le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning, je sais pas quoi là. Du Tom Cruise quoi. Bon, c'était distrayant, hein, je dis pas, hein, tu prends ton cerveau, tu le poses à côté. Par contre, il est long. Mais il est long. Ta dernière saga lue, Swan Song, de Robert McCammon. Et je sais, ça a été publié comme un seul bouquin dans sa version originale, mais en France, c'est 2 livres. C'est ma FAQ, je dis ce que je veux. Aurais-tu aimé vivre à une autre époque? J'aurais aimé rester bloqué dans les années 90. C'était bien. On avait tout le confort qu'on voulait et on n'avait pas trop de problèmes. Ta plus grande leçon de vie? Alors la plus grande, j'en ai sur différents sujets, mais par exemple, en ce qui concerne les relations humaines, peu importe qu'elles soient familiales, amicale, sentimentale, ce que tu veux. Une relation qui n'est pas simple n'est pas une relation saine. Mais quand je dis simple,
c'est exagérément simple. Puis dernière leçon de vie que j'ai apprise, c'est il n'est pas nécessaire de déplacer des montagnes pour changer le monde, c'est une décision qui est à la portée de tous. Ton plus grand rêve en dehors de YouTube. Alors on va imaginer un truc qui me dépasse, donc qui n'arrivera jamais, ce serait de réaliser un film en stop motion. Et j'ai depuis plusieurs années une idée du design, de l'histoire, mais j'ai pas le temps et j'ai pas le talent non plus. Donc ça n'arrivera pas. Mais voilà, ce serait un rêve. Que penses-tu des géodes, des micro-ondes, des rivets, du café, des girafes? Alors les géodes, j'adore. J'adore être une géode toute violette. Les micro-ondes, sympa, par contre je les veux simples. Moi mon micro-ondes, il y a un rond pour sélectionner la puissance et l'autre pour sélectionner la durée. J'ai pas besoin des machins comme Samsung avec des boutons partout. Les rivets, sympa. Le café, j'aime beaucoup. Les girafes, j'ai un problème. Je sais pas, elles sont hautaines. As-tu déjà mangé en lisant? As-tu déjà taché un livre? Non et non. Aimes-tu lire en musique? Si oui, quel genre? J'aime bien les ballades irlandaises, mais toutes douces, à un volume très bas. Ou les musiques de fantasy, les musiques calmes, piano, un violoncelle, mais calmes et lentes, et surtout le volume très très bas, à peine audible. Comme pour occuper l'espace sonore d'une pièce sans te rendre compte que la musique est en marche. Dernière catégorie pour cette FAQ, les questions existentiello-philosophico bizarroïdes. Si tu avais 3 vœux, que ferais-tu? Premièrement, je réclame 50 milliards d'euros. Et là, tu vas me dire, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Du coup, si tu as 3 vœux, fais la même chose et donne-moi le pognon. Deuxième vœu, ne plus avoir mal nulle part, que mes proches soient en bonne santé. Et troisième vœu, je réclamerai 4000 vœux supplémentaires. Envisages-tu d'écrire un livre un jour? Pour l'instant, je ne l'envisage pas. Je ne suis pas fermé à l'idée, mais il y a un temps pour tout, et le temps n'est pas encore venu. Quand Stephen King ne sera plus là, qui pourra le remplacer? Personne. Personne ne pourra remplacer aucun auteur. Un auteur, il passe de vivant à mort, mais il n'y a pas un nouveau qui vient à sa place. C'est juste une ère qui s'arrête. Je ne crois pas qu'un auteur puisse en remplacer un autre. Personne n'a remplacé Jules Verne. Eh ben, personne ne remplacera Stephen King. Si tu pouvais être un personnage fantastique, qui serais-tu? Je serais l'homme invisible, voilà. Et j'irais vivre dans les bois. Et je mangerais des compotes. Quel type de rendez-vous te stresse? Les rendez-vous mauvaises nouvelles, type cérémonie. Après, il y a des cérémonies sympas quand même. Et là, ça peut être du bon stress. Où en es-tu dans le challenge? J'ai déjà répondu. Et en fais-tu d'autres? Non. Quand je vois comment j'ai foiré sur le mien, c'est peut-être pas la peine d'en foirer 2. Il y a ce ressenti d'un devoir d'exemplarité, comme c'est toi qui proposes un challenge, puis que finalement t'es pas capable de le faire. Bon, donc je suis désolé, même si je sais qu'il n'y a pas mort d'homme, et je ne roulerai pas par terre pour ça. Nous voilà arrivés à la fin des questions. Oui, je sais, ce fut long. J'espère que cette vidéo t'a plu, sinon... je m'en bats les couilles. Je reviens doucement sur YouTube. J'étais là sans être là, je gardais un œil, mais j'étais pas vraiment là. Je ne vais pas pouvoir rattraper toutes les vidéos que j'ai en retard, ça va pas être jouable. Il y a un rythme de lecture que j'ai perdu. Je sais qu'il va revenir, mais là pour l'instant, il est pas là. Donc, il y aura d'autres vidéos avant la fin de l'année, très probablement, lesquelles je ne sais pas. Un rythme pas très soutenu, peut-être irrégulier, ça revient, mais ça revient mollo. Je vous souhaite d'être heureux. Je vous remercie encore une fois pour ce palier des 1000 abonnés et tous ceux qui m'ont aidé à l'atteindre. Je n'en tire absolument aucune gloire, mais je ne vais pas me priver de m'en réjouir. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!